Bienvenue chers vaporistes pour cette toute dernière émission télédiffusée de l'Éco-Vaporiste. Aujourd'hui, pour clôturer cette fin d'année, quelle que soit l'époque d'où vous venez, je vous propose d'aller visiter le tout dernier festival uchronique steampunk victorien, Uchronicité. Nous rencontrerons des artistes de grand talent et nous verrons des spectacles extraordinaires. Il y aura de l'aventure, il y aura de la magie, il y aura du mystère. Bonjour, bonsoir. Ça va? Ça va. Bon alors comme on est un peu entre nous, si vous avez des questions à poser, vous faites comme à l'école, vous levez la main et puis tout au long de cette petite présentation. Alors comme je vois que ma compagne qui n'aime pas du tout la littérature steampunk n'est pas là, si vous voulez on peut troquer le costume contre 2 heures sur la littérature steampunk. Je vois que ça vous emballe. Bon alors on va faire un truc sur le costume. Je vais vous présenter ce que moi je connais du costume steampunk. Je vais d'abord déjà remercier, il est où Ben? Remercier Ben et sa compagne Mélo d'organiser tout ça. Depuis 3 ans, 4 ans? Depuis 4 ans. Je n'étais pas invité à la première, c'est pour ça. Depuis 4 ans. J'ai fait plein de festivals steampunk et il n'y en a pas beaucoup en Europe de festivals comme ça où il y a autant d'artisans triés sur le volet et autant de gens costumés. J'ai jamais vu autant de gens costumés que cette édition d'Uchronicité, c'est vraiment chouette. Donc bravo encore. Je me présente très rapidement, je suis Arthur Morgan, j'ai découvert le steampunk à Londres en 2001. J'habitais pas loin de Londres à l'époque et puis un jour mon magasin de bande dessinée préféré m'a tendu le numéro 2 d'un comics qui allait changer plus ou moins ma vie. Ça s'appelait juste Steampunk de Chris Bacalo. Et puis de fil en aiguille j'ai été amené à créer avec 3 ou 4 autres doudingues l'association French Steampunk. On est à peu près 30 000 aujourd'hui sur la page Facebook. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à écrire tout d'abord le guide steampunk qui en a sa nouvelle édition, un roman, La France Steampunk. Ce qui est rigolo avec La France Steampunk, c'est que c'est une amie belge qui est sur la couverture. Et depuis 1 an et demi, depuis 1 an et demi, en fait, j'ai monté une entreprise de thé qui s'appelle la Maison Pumpleweek. Vous pouvez venir nous voir tout à l'heure, on a plein de thé steampunk entre autres, et plein de thé geek. Ma conviction à moi, depuis à peu près 20 ans de steampunk, c'est que tout le monde connaît le steampunk, tout le monde l'a déjà croisé, notamment en particulier son esthétique. Donc j'ai 2-3 visuels rapides à vous montrer. Vous savez ce que c'est ça? C'est l'éléphant du sultan des machines de Lille à Nantes. Et là on a déjà plein de caractéristiques du steampunk, le gigantisme, le mélange des matières, le bois, le cuir, le métal. Un truc encore plus facile. Ouais, le Space Mountain de Disneyland avec le Nautilus. Et en fait, l'héritage vernien ici, l'héritage de Jules Verne est clairement assumé par les concepteurs qui en parlent dans les designs qu'ils ont préparés. En fait, le steampunk, dans presque sa forme actuelle, est né dans les années 70-80 avec 3 auteurs, Blaylock, Powers et Jeter, qui, dans les années 80, ont écrit ce qu'on appellerait les 3 romans fondateurs du steampunk. Pourquoi on les considère aujourd'hui comme un peu les pères spirituels de notre communauté? C'est parce qu'en fait, l'un d'eux, pour faire la promotion de son livre,
En 1987, il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc le seul moyen c'était d'envoyer son bouquin à un magazine avec une petite lettre. Et dans cette lettre, en avril 1987, il écrit « Je pense que les fantaisies victoriennes seront les prochains trucs à la mode. Et si on pouvait trouver un terme qui correspond à la technologie du 19e siècle et à ce que moi et mes deux collègues produisons, basé sur la technologie appropriée de l'époque, on pourrait appeler ça le steampunk. » Et c'est la première fois qu'en avril 1987 que le mot steampunk a été imprimé, et donc on va considérer que c'est un peu une date charnière. Alors ils se sont complètement plantés, parce que le steampunk et les fantaisies victoriennes n'ont jamais été à la mode dans les années 80. Ce mot steampunk, c'est une blague. Hein. À l'époque, dans les années 80, c'était la grande vague du cyberpunk, Philippe Cadic. Vous connaissez le cyberpunk, c'est Minority Report, Blade Runner, voilà, on est dans des grandes villes, tout est miniaturisé. Dans le steampunk, on fait l'inverse, hein, on essaie de faire des gros trucs, des gros bras mécaniques. Et donc, les fantaisies victoriennes ne sont jamais devenues un truc à la mode, jusqu'au milieu des années 2000, où il s'est passé un truc, c'est ce qu'on appelle le mouvement des makers. C'est pas grave, c'est qu'un livre. Donc dans les années 2000, le mouvement des makers, c'est une philosophie qui... c'est un courant de pensée américain qui considère que c'est pas normal qu'on n'ait plus la main sur la technologie qui nous entoure. Que c'est pas logique qu'on soit obligé de renvoyer son téléphone, qu'on soit obligé d'être un expert en électronique pour réparer sa voiture. Donc eux décident de réinvestir toute la technologie pour que l'humain puisse reprendre la main là-dessus. Et donc dans ces maker faire, dans ces conventions de makers, il y a certains hurluberlus qui se disent les années 70, électronique, tout ça c'est bien cool, mais en fait, avant il y avait une technologie encore plus facile à mettre en place, c'est la technologie à vapeur. Et donc, c'est là, dans les années... surtout, en fait c'est très centralisé, c'est en 2005 à Seattle, où les premières... les premiers signes du steampunk tel qu'on peut le voir aujourd'hui sont arrivés. On a un gros problème dans le steampunk, c'est la définition du mot. Alors, il y a plein de gens qui s'y sont attelés. Il y a le très sérieux dictionnaire Merriam-Webster qui dit, en gros, le steampunk, c'est de la science-fiction qui parle de société au 19e siècle dominée par une technologie à la vapeur, qu'elle soit historique ou imaginaire. Sauf que moi, dans mon steampunk, et aussi dans un des romans des pères fondateurs, on parle pas de magie. Et moi, dans mon steampunk, je mets un petit peu de fantasy. Et le roman de Powers, Les Voix d'Anubis, il y a clairement de la magie. Donc du coup, c'est pas acceptable. Alors si on décrit vite fait le steam c'est facile, c'est la machine à vapeur, c'est la révolution industrielle du 19e siècle, et c'est surtout cette esthétique qui va avec. L'esthétique, on va dire, pseudo-victorienne. C'est le siècle 19e siècle en Grande-Bretagne. Pourquoi pseudo-victorienne ? Parce qu'on n'est pas un courant, comme vous pouvez le voir autour de vous, très à cheval sur l'historicité de nos vêtements. Et également parce que j'ai plein d'exemples de littérature qui ne se passe pas du tout au 19e siècle et qui pourtant sont steampunk. J'ai du steampunk qui se passe dans le futur, j'ai du steampunk qui se passe dans les années 60. Donc le 19e siècle, stricto sensu, ça ne nous intéresse pas. Et ce qui est intéressant en fait, c'est ce mot punk. Ce mot punk, c'est le steampunk est dans certains points directement relié au mouvement punk des années 70, particulièrement dans sa teneur do it yourself. Le do it yourself, c'est le fait soi-même. Et en fait, le steampunk, dans les années 70, avec le mouvement punk se crée lui-même ses vêtements, se crée lui-même ses moyens de communication. Dans le steampunk, on essaie de faire la même chose. On se crée soi-même, on passe des heures à coudre des boutons sur sa veste, on essaie plutôt de recycler. Ça va. Et on recycle,
Et puis on va plutôt aller vers des petits artisans, aller chez Emmaüs, plutôt que d'aller acheter des déguisements sur Internet. Et vous allez voir que je vais surtout parler de costumes et pas de déguisement ni de cosplay. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je vous ai mis là, si vous voulez un peu découvrir très rapidement le steampunk un peu plus, comment dire, culturel. Je vous invite à aller jeter un œil à ce que fait Professeur Elemental, c'est un chanteur de hip-hop, qui fait du hip-hop steampunk. Alors pourquoi je le mets? Parce que lui, il a la définition qui me plaît le plus. Sa définition du steampunk, c'est comme si une convention geek et une soirée fétichiste avaient un enfant dans le passé, un enfant du passé, mais dans le futur. Ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on fait tous. Moi, je vous ai mis également la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et la Lutte de C. Johan Elio, qui sont pour moi des incontournables. Si vous n'avez qu'un seul truc à lire, une seule BD, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Vous connaissez cette bande dessinée? Pas le film, hein. La BD. En gros, c'est une bande de super-héros. Vous avez Alan Quatermain, l'homme invisible, Dr. Jekyll plutôt sous sa forme de Mr. Hyde, et le capitaine Nemo, qui vont lutter contre une invasion extraterrestre. Ce bouquin, enfin cette BD est vraiment top. Et ensuite, La Lune seule le sait de Johan Elio, un court roman qui se passe au 19e siècle, dans lequel les extraterrestres sont tombés sur Terre, la France devient la superpuissance mondiale, on a les voyages dans l'espace, et donc Jules Verne est envoyé sur la Lune pour aller sauver Louise Michel d'une prison. Et quand on me demande un seul roman, c'est celui-là que je vous donne. Et il se passe, donc on parlait tout à l'heure de 2005, par rapport aux costumes en particulier. Courant 2005, on a ce jeune homme, Kit Stolen, qui est un designer, enfin un étudiant en design. C'est plus ou moins la première photo virale d'un costume un peu steampunk sur Internet. Et il y a également, donc là, Kit Stolen, et il y a également la sulfureuse, aujourd'hui sulfureuse Keito. Keito, en fait, c'est elle qui, en 2005, à Seattle, dans la Maker Faire, elle est venue en plus ou moins la première en costumé comme ça, pour montrer que le steampunk, ça pouvait aussi se porter. Donc ça, c'est vraiment au milieu des années 2000. Et comme ça se passe souvent dans le... comment dire, ça se passe souvent dans les vêtements et dans le prêt-à-porter, tout passe d'abord par les grandes maisons. Donc là, on a d'abord Dior en 2010, qui nous fait quand même une bonne petite... un bon petit retour en arrière en termes de design bien rétro, plutôt édouardien. On a Dolce & Gabbana également la même année. On voit déjà les presque... Moi j'aime bien les iconiques Googles. Certains disent clichés. Et bon, bah, les vestes masculines, etc., etc. Donc ça, c'est 2010. En 2013, il se passe un truc, c'est que IBM, avec son groupe de réflexion, analyse très sérieusement tous les flux, les Twitter, les Facebook, etc., par des complexes, par des schémas très complexes, et ils nous disent 2013, plutôt 2014, il va y en avoir partout, il va y avoir du steampunk, chez H&M, chez Pinky, etc. Il va y en avoir partout. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Mais on a eu peur, parce que l'année d'après, on a eu Justin Bieber, qui nous a fait son clip steampunk. Il n'est quand même pas plus mainstream que Justin Bieber. Alors c'est pas sa faute, hein. C'est pas lui, on lui dit tu viens chanter ta chanson, tu danses, etc. Mais je vous invite quand même à regarder ce clip, sans le son si vous n'aimez vraiment pas Justin Bieber. Après, c'est une reprise la chanson s'appelle Santa Claus is Coming to Town, c'est une reprise des Jackson 5, de la famille Jackson. Bon, mais en tout cas, le clip c'est un clip de Noël, ça se passe dans l'usine du Père Noël. Vous avez des lutins avec des chapeaux melons, des lunettes de soudeur, vous avez des automates, c'est un clip hyper steampunk.
Et puis, il y a quand même eu des trucs bien. Il y a l'épisode de Castle, notamment, quand on parle de mainstream, cette série policière qui se passe dans le milieu steampunk new-yorkais. Il y a un meurtre, et ils doivent les deux protagonistes doivent s'intégrer dans la communauté steampunk locale. Et vous avez ici notamment le bras mécanique de Thomas Wilford de Brute Force Studio. Ce qui est rigolo, quand on connaît un petit peu la communauté, les embryons de communauté, c'est que tous les membres un peu éminents de la communauté new-yorkaise sont dans cet épisode. Donc on a eu des trucs terribles. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, mais pour Halloween, on a des déguisements steampunk. Si vous voulez vous déguiser steampunk, vous pouvez trouver votre bonheur pendant la période d'Halloween. Alors c'est hyper cheap, c'est pas des fringues que vous allez porter souvent. J'ai acheté des goggles pour mes enfants à 1,99€ chez Monoprix. Comme ça, ils peuvent venir en convention avec moi. En fait, le costume steampunk, c'est un mélange de plein d'influences. Le costume steampunk tel que vous voyez là aujourd'hui. On a une influence de 3 grands mouvements. Tout d'abord, le gothique victorien. On ne peut pas y échapper. Je crois que c'est l'auteur Douglas Featherling qui nous a dit un jour que le steampunk, c'est quand les gothiques ont découvert la couleur marron. Donc on ne peut pas nier l'influence du gothique victorien. On a aussi un costume un peu plus historique. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises à un événement par la SBL qui organise aujourd'hui Chronicité, qui a eu lieu au Mondanéum à Mons, il y a quelques mois. Enfin, pas celle-ci, mais ces deux-là. Donc on y voit quand même une influence très très histo. On est assez proche des tenues du 19e siècle, même si bien sûr au 19e siècle il était totalement impensable de porter son corset au-dessus de sa robe. C'était des dessous qu'il fallait absolument cacher. Je ne vais pas vous faire un cours sur le costume victorien, vous en avez eu un tout à l'heure qui était passionnant. Je remercie d'ailleurs Sophie et Aernor et Vanille, vous pouvez voir en bas, qui je pense ont d'ailleurs plus ou moins le même costume aujourd'hui, qui font les duels de thé. Et on a aussi l'influence du cosplay, parce que dans le steampunk, tout y passe. Toute la culture, on recycle tout. On recycle donc le Star Wars, le Batman, etc. etc. Tapez steampunk Star Wars et vous allez en avoir pléthore. Pourquoi le cosplay ? Également parce qu'il y a une forte valeur du do-it-yourself dans le cosplay. On se crée soi-même son costume. Et en partie également la montée en force du post-apocalyptique. Donc, avec notamment des tenues un peu plus orientées guerrières, les masques à gaz, etc. Les masques à gaz qui étaient d'ailleurs un des premiers éléments steampunk que vous pouviez trouver sur Internet. Et aujourd'hui, fort de toutes ces influences, comment on va créer son costume ? Alors j'ai interrogé pas mal de personnes. Il y a deux courants de pensée. Le premier, c'est j'adore ce costume, je vais me faire un personnage autour. Et il y a le deuxième courant de pensée qui est je me crée un personnage et je lui crée son costume. Cette création de personnage s'appelle le steamsona. Persona, steam, steampunk, steamsona. Donc la pierre angulaire, c'est de se créer un alter ego. Moi-même, je connais très peu de gens dans la communauté steampunk par leur propre prénom. Ils ont tous des pseudos, n'est-ce pas, monsieur ? Tous des pseudos, et ils se créent des personnages. Ces personnages vont avoir leur propre vie. Ces personnages, par exemple, on va créer, vous allez les voir en convention, ils vont avoir un costume, ils vont faire vivre ce personnage sur Internet, et ils vont revenir en convention, et ils auront fait évoluer ce costume en fonction de ce qu'ils ont vu sur Internet, enfin, en fonction de ce qu'ils ont écrit sur Internet. Je vais attirer votre attention juste sur ce personnage-là, Monsieur Astico. Monsieur Astico, vous pouvez voir au sous-sol, c'est un créateur de costumes de l'Est. Alors un jour, il débarque là comme ça,
et je vois son bras mécanique que je n'avais pas vu avant. Et là, il me dit, comme il est costumier, il me dit, j'ai été chassé, je suis allé en Inde pour aller chercher un tissu très très convoité, très très rare. Je me suis fait attaquer par un tigre du Bengale qui m'a bouffé le bras. Je dois maintenant porter cette prothèse mécanique pour pouvoir continuer mon activité. Et du coup, là il ne l'a pas mise aujourd'hui, mais vous pouvez voir plein de petits détails sur ce bras mécanique qui parlent de son activité de couturier et de créateur de costumes. Donc, on se crée un personnage, on le fait vivre sur Internet, mais cette vraiment création de personnage est hyper importante. Aujourd'hui, c'est hyper important. Pardon. Je m'embrouille dans ce que je vous raconte, mais comment je crée mon costume aujourd'hui? Quelques basiques faciles. Costume féminin, on est dans le cadre pseudo-victorien. Je suis en train d'enquêter d'où viennent toutes ces rayures. Je ne sais pas d'où vient la folie des rayures dans le steampunk. Monsieur, je comprends parce que vous êtes juge. Mais donc on est sur des robes longues, le corset encore une fois au-dessus, et les chapeaux avec les goggles. Alors ça c'est un truc aussi mystérieux de mettre ses goggles sur le chapeau, parce qu'en fait, quand on a des chapeaux à bord, quand on met ses goggles, on est vraiment embêté. Donc c'est vraiment de la para. Pour le masculin, on est également dans des... On parle bien de basique, donc dans des costumes, des lavalières, des petits gilets, mais surtout le plus important c'est d'accessoiriser tout ça. Et là tout peut y passer. Alors pourquoi les goggles? Je ne m'explique toujours pas pourquoi les goggles sont si proéminentes dans la communauté steampunk. Je sais pas combien j'en vois là, mais j'en vois plein. Alors c'est un élément facile et pas cher pour customiser, comme on dit chez nous. On customise pas, on customise, pour customiser son costume. Et là, très rapidement, on peut vite, je remets encore une fois cette photo de Castle, on peut, avec un costume un peu basique, une paire de goggles, bon là c'est un bras mécanique un peu moins basique, mais on arrive vite à se créer un costume qui en jette. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun vient recycler sa propre histoire, et en particulier sa propre histoire locale. Et c'est là où on a un mouvement très très récent de régionalisation et de multiculturalisme dans le steampunk. Par exemple, on a Sunadazi qui va steampunkiser ses origines indiennes. On a ce jeune homme ici qui est d'origine, qui a des parents, une lignée de samouraïs qui s'est créé un costume de samouraï steampunk. Et malheureusement elle n'est pas là, mais ma compagne qui aime bien aller au festival The Asylum en Angleterre avec sa robe bleu, blanc, rouge pour un peu aller narguer les Anglais. Et encore plus récemment, on a vu arriver, sûrement via l'influence de certains films Marvel, mais du steampunk qui provient en fait d'Afrique. Et donc là, on a cette demoiselle qui en fait retravaille ses origines éthiopiennes. Et donc imagine ce qui aurait pu se passer si la révolution industrielle s'était passée dans son pays à elle, et pas en Angleterre. Donc on a un changement total de paradigme, et malgré tout, si on regarde bien, on peut se dire que c'est du steampunk. Et bien sûr, le steampunk, c'est un tout petit bout des mouvements qu'on appelle le mouvement rétrofuturiste, c'est-à-dire je suis au XXIe siècle et je vais aller m'amuser avec des périodes passées. Donc on a le steampunk, steam la machine à vapeur, et là on a le dieselpunk. Donc là c'est une période un peu plus tardive où la machine n'est pas à vapeur mais marche bien au diesel. Un exemple le plus connu pourrait être le film avec Jude Law et Cate Blanchett, Captain Sky et Le Monde de Demain, si vous l'avez vu. Et là, pareil, on a
Manzou, je fais un peu la promo des artisans des artisans de l'événement, mais Manzou qui est à l'étage et qui a aussi, pour l'occasion, s'était fait un costume diesel punk. Donc là, on est presque dans l'esthétique des films Captain America. Dans les autres mouvements, on a le clock punk. C'est plutôt une relecture de ce qui se passe plutôt à la Renaissance. On va aller vite là-dessus, mais j'adore l'atom punk dans les années 60. Et là, on va imaginer ce qui se serait, enfin, tous les backpacks. C'est un peu l'ambiance Rocketeer. Et après, on a aussi un autre mouvement qui est le Lolita punk. Je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas hyper calé là-dessus. J'ai jamais été vraiment Lolita moi-même. Mais bon, en gros, quand on veut créer un personnage, on se fait quoi? Quand on veut se créer un costume, pardon, on se crée un personnage. On essaye de se référer à la mode victorienne, mais je mets bien de loin, parce qu'on s'en fout en fait de la période historique. Jouer à fond la partie do it yourself, notamment par le biais du recyclage. Et là, je lance un message à la communauté steampunk. Gardons l'esprit ouvert et ne vous bridez pas, surtout quand quelqu'un vient vous dire qu'il veut faire un mariage steampunk sur Internet et qu'ils se font dézinguer. Je vous invite à aller farfouiller ça sur Internet. Nous, on est pour la blague, enfin, on en parlera en off. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le costume. Il y a 10 000 choses à faire, 10 000 choses à dire encore, mais en même temps, je peux vous parler de ça que de ma lorgnette à moi, avec ma propre définition du steampunk, qui sera forcément pas la même que la vôtre, ou la même que la vôtre, ou la même que la vôtre là-bas. Et si vous voulez découvrir un petit peu plus le steampunk, c'est l'instant pub avec ce superbe photomontage, le guide steampunk, où on parle également de costumes. Voilà, je vous remercie de votre attention.